Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette nouvelle webconférence du FOD, la deuxième de l'année. La précédente était sur le MOOC en Pan, d'autres vont venir chaque mois. Donc comme chaque année, en début d'année, on vous propose de faire un focus sur les plateformes LMS en lien avec le livre blanc qui sort chaque année depuis 5 ans. Et ce livre blanc, pour mémoire, est présenté chaque année aussi au Salon du e-learning, donc la semaine dernière, très récemment, à Porte de Versailles à Paris. Donc, juste un mot ou deux pour introduire le sujet. Donc, effectivement, depuis quelques années, le marché florissant du digital learning fait qu'il y a un foisonnement de solutions LMS. Donc, effectivement, c'est pas toujours évident de s'y retrouver entre les plateformes propriétaires, les plateformes open source. Et donc, c'est pour cette raison que le FOD, depuis quelques années, vous propose un livre blanc pour vous aider finalement à mieux découvrir cet univers et vous aider à démarrer vos projets. Donc, c'est la 5e édition qui cumule plusieurs milliers de téléchargements déjà. Et donc, avec Noria Larose et Jean-Luc Pevrier, donc de Nel et Associés et du cabinet Stratis, nous allons donc faire un petit point sur les nouveautés de cette nouvelle version. Et puis sur aussi une nouvelle phase dans laquelle nous allons rentrer qui sera beaucoup plus coopérative. On va vous demander de participer à faire des retours sur finalement vos usages de ces plateformes. Voilà, donc sans plus tarder, je vous passe la main, Noria et Jean-Luc, c'est à vous. Merci Loïc et bonjour à tous. Donc effectivement pour cette 5e édition, on a travaillé depuis 1 an en fait pour étoffer un petit peu le groupe de travail et faire des appels à propositions. Donc plusieurs personnes nous ont rejoints cette année et on a pu se rencontrer à plusieurs reprises tout au long des derniers mois. N'est-ce pas Jean-Luc? Je ne sais pas si tu veux aussi en dire un petit mot. Oui, bonjour à tous déjà. Effectivement, ce qui était intéressant cette année, c'est qu'on a pu, avec le groupe qui s'est constitué autour de Noria et moi, recréer en fait un petit peu l'esprit, voire même véritablement l'esprit de départ, puisqu'en 2015, nous avions commencé de travailler sous ce mode-là avec Noria, et puis ça avait été un petit peu plus compliqué peut-être parce que les personnes n'avaient pas forcément la disponibilité pour le faire. Et les années suivantes, nous avons dû un petit peu porter à bout de bras ce guide. Donc c'est à la fois avec un peu de soulagement qu'on a vu un groupe se constituer autour de nous. Et puis c'est surtout que ce groupe est très représentatif quelque part des acteurs autour de cette microsphère des LMS, puisque un certain nombre de prestataires, d'entreprises comme Nelly Associés ou Stratis, mais également des OPCA, des organismes de formation, des entreprises, ce qui fait qu'il y a eu un regard beaucoup plus large qui a pu aborder ce guide avec des angles différents. Et je pense que ça se ressent dans cette nouvelle version là en 2019. Oui, tout à fait, on a pu vraiment échanger et puis recueillir des points de vue de personnes qui avaient entrepris la mise en place de plateformes, qui avaient rencontré des difficultés. Et donc effectivement, on a pu s'enrichir également de leur retour d'expérience et échanger ensemble à la fois pour revoir notamment pour les plateformes propriétaires l'ensemble du questionnaire qui recueillait 220 questions. Donc là, on a notamment pu revoir toute la partie technique avec l'appui de Nativio, de Thomas et puis de Thomas et Alexandre de Nativio qui ont vraiment pu nous apporter également leur expertise au niveau technique. Donc on a tout rebalayé parce qu'il y avait c'est vrai qu'en quelques années, en fait, les technologies évoluent et donc notamment sur l'aspect hébergement avec le RGPD qui a été mis en place, etc., il fallait qu'on revoie également et qu'on ajoute certains critères. Donc on a vraiment pu tout rebalayer, y intégrer de nouvelles envies qui viennent aussi du terrain, des apprenants et des formateurs, donc de voir aussi d'essayer de booster à travers notre questionnaire les éditeurs à mettre dans leur roadmap des innovations qui pourront nous permettre au niveau pédagogique de déployer des dispositifs plus individualisés, plus innovants.
Donc ça aussi, on tenait à envoyer ces signaux aux éditeurs et je pense que tout au long des années, on a pu voir des évolutions certaines et on voit que c'est toujours en phase avec effectivement nos demandes ou nos attentes en tant que formateur ou ingénieur pédagogique. Oui, ce qu'on peut dire aussi sur la richesse du groupe, c'est que justement les autres partenaires au sein de ce groupe avec un regard nouveau, un regard moins technique, peut-être, je vais presque dire, moins habitué que le nôtre, et donc ont pu aussi poser des questions qui sont les questions des personnes à qui on destine ce guide. Il semble important de rappeler quelle est quand même la finalité. Le but n'est pas de faire un guide qui permette directement de faire un choix de LMS. On est plutôt dans l'idée de proposer un outil qui permette une première compréhension. On a toujours cherché à ce qu'il puisse éventuellement permettre aussi un premier choix, ne serait-ce que dans la compréhension des différences entre des LMS propriétaires et des LMS open source. Et puis, peut-être au moins franchir une première étape à l'aide de ce guide, c'est la formulation des besoins auprès de prestataires ou auprès d'éditeurs, avant même l'écriture du cahier des charges, qui quelquefois peut être assez technique et assez pointu sur les fonctionnalités qui sont recherchées, mais au moins être capable d'exprimer avec les mots qui font du coup une sorte de sens commun entre tous les acteurs. Quand on parle de SCORM, eh ben, tout le monde sait du coup de quoi on parle. Si on parle de tracking, ça a le même sens à peu près pour tout le monde. Voilà. Donc c'est vraiment ce document de référence qu'on a souhaité maintenir dans l'esprit et qui se révèle être aujourd'hui utile, puisque depuis sa création, c'est un petit peu plus de 3000, non, c'est plus de 3000 téléchargements par an, et un petit peu plus de 12 000, je crois, Loïc, qui est le garant des statistiques concernant le FOD, nous rappelait ce chiffre-là, c'est un petit peu plus de 12 000 depuis sa création, donc voilà, il a été utile, on pense, on a la prétention de croire qu'il a été utile à plus d'une dizaine de milliers de personnes. Effectivement, si l'idée nous est venue il y a quelques années d'initier, de le rendre disponible gratuitement dans le cadre du FOD, c'est vrai que c'est aussi parce qu'on voyait bien que dès qu'on veut se lancer dans le digital learning ou qu'on veut revoir un petit peu nos dispositifs, il est nécessaire de se poser la question des outils, des technologies, et que, comme le disait encore un client la semaine dernière, on n'acquiert pas une plateforme tous les ans, donc quand ce n'est pas son métier de choisir une plateforme, c'est vrai qu'on ne va pas se former, s'informer, faire le tour de tous les prestataires, de tous les éditeurs, y consacrer des heures au carré, parce que finalement c'est un besoin qui émerge à un moment donné dans notre carrière. Mais une fois qu'on a fait l'acquisition d'une plateforme, on reste en général sur cette plateforme pendant 3 ans ou plus. D'ailleurs, on verra dans les conditions d'engagement auprès des éditeurs. La plupart des éditeurs proposent des contrats sur 3 ans, donc on voit bien que vu les paramétrages à mettre en œuvre, l'organisation à mettre en œuvre, et puis une fois qu'on a hébergé toutes nos formations au cœur d'une plateforme, on ne va pas avoir envie de la changer l'année suivante. Donc c'est un vrai engagement de la part des personnes, et c'est vrai qu'à travers ce guide, au moins ça donne un premier niveau d'information qui permet ensuite, comme le disait Jean-Luc, soit de s'orienter vers des cabinets de conseil, soit directement vers des éditeurs. Mais en tout cas, voilà, c'est un premier niveau d'information avec un lexique sur la dernière page, l'avant-dernière page, et puis également qui permet de donner un panorama des différentes plateformes qui existent, sachant que dès le départ aussi, on avait fait le choix de proposer à la fois un panorama des différentes plateformes propriétaires qui existent sur le marché, et surtout celles qui sont les plus représentatives également et celles qu'on considère nous au sein du groupe de travail comme les plus performantes ou les plus intéressantes. Et puis également on a réduit un petit peu le nombre de plateformes open source, mais les plateformes open source également qui nous semblent les plus significatives et les plus intéressantes pour vous. Après, libre à chacun de faire son choix en fonction de différents critères. Donc effectivement, par rapport aux nouveautés qu'indique Loïc, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a vraiment revu la grille d'analyse pour les plateformes propriétaires, à la fois pour y intégrer toute la mise à jour des critères techniques, également intégrer le critère conformité au RGPD,
Et puis également, sur la partie pédagogique, on a fait évoluer certains critères pour vraiment intégrer aussi ce qu'on estimait être important avec l'individualisation de la formation, la possibilité de pouvoir mettre en place des tests de positionnement notamment. Donc ensuite, il y avait, au-delà des plateformes, l'envie de notre part de faire des focus sur des outils complémentaires aux plateformes LMS, parce qu'on se rend compte dans le cadre des différents projets qu'on a à gérer, qu'effectivement, en complément des plateformes LMS, c'est intéressant également d'intégrer d'autres outils qui permettent par exemple de diffuser des formations en mobile learning ou alors de proposer des parcours intégrant de la vidéo interactive, des MOOC ou également de l'adaptive learning. Alors on a à côté de ça, effectivement, pour ceux qui connaissent déjà les versions précédentes, je vous invite à rebalayer quand même les chapitres, on va dire, d'introduction du guide, puisqu'ils ont été entièrement réécrits, plus que revisités d'ailleurs, que ce soit sur la façon de comprendre ce qu'est un éditeur versus un prestataire. C'est une question de langage, mais qui est importante pour savoir de quoi on va parler dans les pages qui suivent. Une partie, vous verrez, sur la structure des coûts, une autre sur la gestion de projet dans le temps. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Et sur la flexibilité également, la flexibilité du projet ou la flexibilité du projet LMS en particulier. Donc ça, associé effectivement à une page sur des critères de choix. Dans les versions précédentes, vous avez pu connaître effectivement qui était plutôt un guide d'utilisation des critères qui étaient dans chacune des fiches. Donc là, on a essayé de prendre un regard un petit peu différent en restant sur les grands domaines de comparaison pour chacune des plateformes, donc en pédagogie, design, technique, suivi, reporting, etc. Et donc, on a essayé de vous donner des clés pour aborder chacun de ces sujets avec vos propres problématiques, c'est-à-dire en quoi effectivement le sujet de la pédagogie est important au-delà du nombre d'étoiles que l'on va pouvoir comparer entre une plateforme et une autre, en l'occurrence de vous attacher effectivement à trouver le LMS qui correspond à votre stratégie ou à vos stratégies pédagogiques. Je te laisse dire un petit mot du club utilisateur, puisqu'on commence à en parler ici, mais je crois qu'on va en parler encore à la fin de la présentation. Oui, je tenais juste à ajouter que sur les plateformes propriétaires, dans les grilles d'analyse, enfin dans les fiches synthétiques, on a supprimé cette année le radar en fait, qui permettait de donner en 5 ou 6 critères le positionnement de chaque plateforme, parce que finalement on ne souhaitait pas, je vois qu'il y avait une question là qui demandait une grille synthétique, un tableau synthétique des différentes plateformes. On ne souhaitait pas résumer une plateforme à 5 ou 6 notes, on va dire, et parce que en fait c'est vrai que parmi les gens qu'on a rencontrés, on a aussi vu certains lecteurs qui nous disaient finalement parmi toutes les plateformes que vous présentez, je vais prendre celles qui ont toutes 5 sur 5 sur les différents axes. Et on ne voulait surtout pas en fait orienter les gens sur cette voie-là, parce que comme le disait Jean-Luc, l'objectif c'est vraiment plutôt à chacun de bien définir ses besoins. Et puis après, il se peut qu'une plateforme soit meilleure pour vous si en fait elle a bien 5 sur 3 des axes qui sont essentiels pour vous. Et c'est pas gênant si cette même plateforme a finalement une note moins élevée sur un des critères qui est moins important pour vous. Donc c'est aussi pour ça qu'on a supprimé cette année ces radars-là, sachant que la plupart des plateformes qui sont ici assez performantes et anciennes finalement arrivaient à des notes assez similaires. Donc ça ne donnait pas forcément un bon ratio et un bon moyen de comparer les différentes plateformes. Voilà. Donc ça, c'était une précision. Et oui, pour revenir sur le club d'utilisateurs de plateforme, c'est vrai que dès l'origine du guide, on s'était toujours dit que ce qui était un petit peu frustrant, c'est de ne pas pouvoir donner la parole aux utilisateurs de plateforme, qu'ils soient administrateurs, formateurs ou apprenants. Et après, on se disait que c'était aussi difficile avec le format d'un guide ou d'un livre blanc de rendre compte de cette diversité
des pratiques et des usages. Et également aussi un des bémols qu'on avait, c'est qu'on ne souhaitait pas ajouter des commentaires dans chaque fiche de plateforme, parce que finalement, comme je le rappelle souvent, un éditeur, il a différentes versions de plateforme, et on voit des clients qui vont nous parler de telle et telle plateforme, mais qui vont être sur des versions, des paramétrages très différents. Donc après, eux vont avoir des usages d'une même plateforme différents, mais c'est aussi lié à leur cahier des charges, à leur paramétrage, à leur pratique. Donc on ne voulait pas aussi pénaliser certaines plateformes par rapport à des retours d'un organisme, par exemple, mais qui aurait fait des choix personnels et spécifiques. Donc on préférait que ça se fasse dans le cadre d'un club utilisateur plus ouvert. Donc là, c'est pour ça que cette année, on a relancé le projet, et donc c'est notamment Tania qui chapeaute un petit peu ce groupe d'utilisateurs. Il y a eu un questionnaire qui a été initié, mais si Jean-Luc, tu peux aussi compléter, parce que je sais que tout à l'heure, on en parlait avec Loïc. Oui, dans un premier temps, on a visé ce qui nous semblait normal, les membres du FOD. C'est aussi une façon et un intérêt pour vous tous, si vous n'êtes pas encore membre du FOD, effectivement, de venir rejoindre l'association, parce que c'est aussi la possibilité d'échanger entre à la fois professionnels, mais dans des professionnels utilisateurs, des professionnels prestataires, des professionnels éditeurs. Et donc ça, c'est ce que l'on recherche. Et l'objectif est qu'effectivement, une fois qu'on aura structuré un petit peu ce club utilisateur, avec les modalités, quelles seront les modalités d'échange, quelles seront les modalités de restitution aussi, en interne comme à l'extérieur de l'association, eh bien, de pouvoir effectivement vous ouvrir les portes et vous donner la possibilité aussi de venir contribuer. On va certainement donc le faire en deux temps, rôder un petit peu en interne et donner la possibilité à tout le monde effectivement de venir ensuite participer, parce que même au sein du FOD, si on a une grande variété parmi les membres, je dirais on n'est pas forcément représentatif de l'ensemble de la population utilisatrice de LMS. Alors peut-être un petit mot, parce que je voyais qu'il y avait une question sur effectivement les critères qui ne sont pas exactement les mêmes entre les LMS propriétaires et LMS open source. Donc là, c'est quelque chose qui, alors de mémoire, est le cas depuis l'an passé, puisqu'en fait on avait énormément de mal à faire rentrer les LMS open source qui au départ étaient la grille LMS propriétaire. Alors non pas que les choses ne puissent pas être comparables, mais il y a quand même un certain nombre de différences, des fonctionnalités qui existent dans certains LMS propriétaires qu'on ne retrouve pas dans l'open source, et inversement dans un certain nombre de cas. Le principe des plugins par exemple, bon, ben, ça ne va pas s'appeler effectivement des... Si on mettait un critère existence de plugin, ça n'aurait pas beaucoup de sens exprimé comme ça pour les éditeurs, mais on va être plutôt effectivement sur du développement complémentaire ou sur des options ou sur des modules qui vont pouvoir être souscrits en fonction on va dire de la politique de commercialisation de l'éditeur lui-même. Par rapport à ça, donc on est toujours aujourd'hui en termes de méthodologie pour la partie open source. Noria vient d'expliquer les modifications qui ont été apportées sur les grilles d'analyse des LMS propriétaires. Sur la partie open source, on a continué de travailler sur l'ancien benchmark édité par Stratis. Et surtout, la nouveauté, ça a été justement l'apport du groupe, puisque des entreprises, des organismes de formation utilisateurs ont été les relecteurs, et ce sont eux qui se sont chargés en fait de la mise à jour des fiches directement avec nos collègues de Nativio, notamment sur la partie OpenEDX, un outil qu'ils connaissent bien, et donc ça nous a permis d'avoir une lecture plus large. Alors, petit scoop, l'année prochaine, on sera sur quelque chose qui sera encore différent, puisque le benchmark lui-même des LMS open source est en train d'être complètement refondu, réécrit par un groupe de travail en région Normandie. Et on travaillera sur une autre grille de critères, mais qui, à nouveau, ne sera pas la même, mais toujours parce qu'on a cette grande différence, hein, quelque part, qui n'enlève rien aux éléments de comparaison que l'on peut faire entre propriétaire et open source. C'est que d'un côté propriétaire, on est sur des grilles qui sont soumises aux éditeurs, et donc qui sont des grilles déclaratives et qui sont relues quand même et vérifiées par toutes les personnes qui ont œuvré dans ce groupe de travail.
Et puis sur l'open source, on est sur des protocoles de test et d'évaluation des fonctionnalités sur les fonctionnalités de base, hein, parce que comme le disait Noria tout à l'heure, il peut y avoir une grande variété finalement d'utilisation et d'exploitation d'un même LMS, qu'il soit propriétaire ou open source, en fonction des paramétrages qui sont faits. Et dans le monde de l'open source, ça va être en fonction effectivement des extensions, des plugins qui pourraient être ajoutés, voire bien évidemment des modifications plus en profondeur qu'il est possible de faire avec un outil open source. Alors peut-être qu'on va revenir sur la liste des LMS propriétaires en premier pour voir effectivement voilà, quels sont les nouveaux entrants. Il y a quelques sortants, je crois, mais surtout des nouveaux entrants. Et puis il y a ceux qu'on ne voit pas encore là, qui n'apparaissent pas encore sur cette diapo, dont Noria va nous dire un petit mot là. Oui, effectivement, cette année, depuis plusieurs années, on est très sollicité par différents éditeurs. Comme on le disait, c'est un marché foisonnant, donc il y a aussi beaucoup de nouveaux éditeurs qui positionnent leur plateforme. Donc on a été assez attentifs cette année à analyser l'ensemble des grilles qui nous ont été communiquées. On a peut-être eu 20 ou 25 propositions et donc on en a retenu 11 en prenant en compte différents critères, mais en retenant en tout cas celles qui nous semblaient par rapport aux différents critères les plus intéressantes avec les meilleures notes, les plus complètes, celles aussi qui en termes de pérennité économique, puisque l'entreprise compte aussi, était aussi stable financièrement, et puis qu'il y avait une équipe aussi en France. Ça nous semble intéressant parce que pour avoir vu à travers différents retours d'expérience de nos clients, quand la société n'a pas du tout d'interlocuteur en France, ça reste très compliqué de mettre en œuvre une plateforme, c'est une source de risque. Donc c'est vrai que là, on a aussi privilégié des éditeurs qui, même s'ils ne sont pas tous français, ont au moins une équipe dédiée en France. Et donc parmi les nouvelles plateformes qui ont intégré ce guide cette année, on a 360 Learning qui figurait dans la première édition d'ailleurs, et qui donc là cette année a bien voulu aussi participer à cette évaluation. Learning Tribe et puis Dokeos qui était côté open source l'année dernière, mais là Jean-Luc, je te laisserai peut-être expliquer un petit peu pourquoi finalement on l'a intégré côté éditeur propriétaire, plateforme propriétaire. Oui, alors Dokeos, effectivement, ceux qui pratiquent les LMS depuis quelques années et qui ont notamment fait toucher un petit peu du LMS open source, vous l'avez peut-être vous-même manipulé, installé, et puis sinon vous l'avez au moins vu jusqu'à l'année dernière dans la rubrique open source. Dokeos est venu nous voir l'an passé en nous disant aujourd'hui, enfin jusqu'à présent ils avaient effectivement 2 versions de leur outil. Le Dokeos open source qui était encore diffusé, on va dire un petit peu sous le manteau entre guillemets parce qu'il ne l'affichait pas, mais qui était encore diffusé sous sa forme open source, et puis Dokeos Pro. Donc Dokeos, il n'y a plus aujourd'hui de licence et de possibilité, si ce n'est d'installer les anciennes versions effectivement de Dokeos, donc il n'y a plus ce parallèle, et on a uniquement un produit qui est aujourd'hui un produit éditeur. Alors peut-être pour ceux qui aiment faire un petit peu d'histoire, hein, Dokeos, il y a toute une histoire derrière. Effectivement, c'est un premier fork de Cloudline, et puis ensuite il y a eu Dokeos, et puis après il y a eu Shamilo, que vous continuez de retrouver par contre dans le versant open source. Voilà, donc Dokeos aujourd'hui est considéré effectivement comme un éditeur, et ne cherchez plus sur le web les versions open source, ou si vous en trouvez, sachez que de toute façon il n'y a plus de mise à jour, et c'est de votre responsabilité de l'utiliser. Je profite que j'ai la parole peut-être pour repréciser, alors peut-être que c'était clair pour Wills qui met un message dans le chat. Pourquoi est-ce qu'on ne compare pas effectivement exactement sur les mêmes critères, exactement de la même façon? Donc on a donné un élément de réponse, hein, peut-être tout à l'heure. Donc c'est qu'on est sur 2 modes en fait, 2 modes d'analyse qui aujourd'hui sont différents. Alors on aimerait bien que ce soit les mêmes, mais imaginez effectivement faire le même travail de test fonctionnel et donc avec un nombre d'utilisateurs suffisant sur les plateformes éditeurs. Je pense qu'on aimerait bien tous le faire.
Mais malheureusement, c'est aujourd'hui un travail très important. Donc si notre groupe continue de s'étoffer, si le club utilisateur se sent d'attaque éventuellement pour monter des batteries de test suivant une méthodologie qui quand même nécessite d'être très impartiale hein, et d'avoir les mêmes appréciations aussi quand on compare la même fonctionnalité entre différentes plateformes, il faut effectivement presque les regarder en même temps pour être capable de dire s'il y en a une qui vaut 5 et l'autre qui vaut 4. Donc je peux vous dire que c'est assez lourd sur l'open source, ça le serait tout autant sur les plateformes propriétaires. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on préfère à la limite, on a préféré depuis l'an passé avoir presque, on a une structure commune, mais on a des éléments effectivement qui changent la lecture entre l'open source et l'éditeur pour ne pas non plus faire croire que c'est exactement les mêmes types de comparaisons. Et donc on préfère être clair de ce point de vue-là avec vous. Tu veux dire un petit mot sur les... Oui, sur les plateformes open source, effectivement, puis il y a aussi des évolutions sur le nombre de plateformes. Alors oui, concernant les LMS open source, à Learning Technologies, la semaine dernière, j'ai osé dire qu'effectivement, il fallait faire attention. Il y avait une petite alerte quand même à faire attention à ce qu'en France, on n'aille pas vers une hégémonie de Moodle, parce que donc il y a, vous voyez, encore d'autres plateformes. Le nombre s'est réduit. On a écarté notamment, outre Dokeos, pour la raison que je viens d'évoquer, deux plateformes qui sont Ilias et Olat, qui existent encore, que vous pouvez bien évidemment encore utiliser. Il y a des organismes de formation qui utilisent, mais pour des raisons qui ne sont pas exactement les mêmes, mais qui sont dans le même état enfin, dans le même ordre d'esprit que ce que Noria évoquait tout à l'heure pour les propriétaires, c'est qu'on voulait aussi mettre dans ce guide des plateformes qui aient un minimum aujourd'hui d'audience, c'est-à-dire être sûr qu'il y avait quand même un nombre d'utilisateurs significatif et une certaine pérennité. Et on sait que dans l'open source, ce sont soit effectivement des plateformes qui sont portées par des sociétés de services, c'est le cas pour Cloud Connect, c'est le cas pour Shamilo aujourd'hui, pour Moodle également, en Canvas. Voilà, on n'est plus sur l'open source de départ qui était une émanation de milieux universitaires, mais c'est encore le cas sur certaines et il nous semblait important de continuer de les citer, mais en mettant en garde dans le sens où il y a des risques aujourd'hui pour, je dirais, en faisant ces choix-là, compte tenu de la faible diffusion et du risque que les équipes qui aujourd'hui les supportent, notamment dans les universités, soit allemandes ou suisses, hein, qui concernaient les deux plateformes que j'ai évoquées, disparaissent ou simplement changent d'orientation dans leur choix de développement et de support. Donc un nombre plus réduit, mais des plateformes qui sont très présentes. Alors c'est vrai avec aussi des entreprises. Hein, on continue de noter une entrée dans le monde de l'entreprise. On est depuis longtemps sorti du milieu universitaire, en l'occurrence pour Moodle, pour aujourd'hui être sur des organismes de formation de toute taille et le monde de l'entreprise qui s'intéresse tout autant à ces outils open source. Donc en termes de tendance, ce qu'on a pu constater, c'est qu'effectivement, il y a un vrai dynamisme sur le marché des plateformes, tant on l'a vu hein, sur les plateformes propriétaires, du côté open source, avec la démultiplication aussi de prestataires qui paramètrent, qui proposent des plateformes avec des noyaux Moodle, EDX, etc. Et donc là, c'est vrai que je voyais une question de Yannick Vernier. Pour nous, il n'y a pas vraiment d'éditeur open source. Et c'est aussi la raison pour laquelle on ne souhaite pas envoyer de questionnaires aux plateformes, enfin aux personnes, aux prestataires qui mettent en place des plateformes open source. Notre choix, c'est vraiment plutôt de tester la partie open source parce qu'on a la chance d'avoir une communauté qui peut faire des tests et évaluer de façon très significative et fiable ces plateformes. Par contre, pour la partie plateforme propriétaire, effectivement, là, on a constitué ce questionnaire et comme ce sont des sociétés qui gèrent le roadmap de ces plateformes, qui ont vraiment la responsabilité de ces plateformes et qu'elles le proposent en mode SaaS, on aime autant leur proposer ce questionnaire qui est très riche. Et en croisant les différentes questions, comme il y en a 220, ça nous permet aussi de lever, d'identifier des incohérences
sachant que nous-mêmes, on connaît aussi très bien toutes ces plateformes. Donc après, on peut aussi questionner les éditeurs quand on voit des réponses qui nous semblent un peu hasardeuses ou surprenantes. Voilà. Donc concernant les tendances constatées cette année, il y a le point d'individualisation, j'en parlais tout à l'heure. C'est vrai que comme on est sur le développement des compétences, on souhaite de plus en plus pouvoir finalement faire de l'individualisation et proposer des formations blended learning ou à distance, 100% à distance, individualisées, ce qui nécessite de pouvoir positionner des tests en amont des parcours de formation et puis ensuite orienter les apprenants en fonction de leurs résultats vers les bonnes modalités. Et contrairement à ce qu'on pouvait envisager, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on parle de formation individualisée, il y avait finalement assez peu de fonctionnalités offertes dans les plateformes pour bien le faire. Et donc là, c'est vrai qu'on avait ajouté aussi des critères, on avait un petit peu élargi le nombre de questions pour être plus fin aussi dans ce qu'on entend nous comme test de positionnement ou comme parcours individualisé ou adaptation des contenus au niveau ou au score des apprenants. Et là, on a vu que certaines plateformes avaient vraiment mis en place de nouvelles fonctionnalités et que d'autres étaient en cours de développement aussi sur l'année. Donc là, il y a un vrai effort qui est fait du côté des éditeurs. Et puis, oui, là, je passe la parole à Jean-Luc pour la partie open source. Je ne sais pas si sur la partie individualisation et test de positionnement, on retrouve aussi des évolutions qui confirment cette tendance. Ça a toujours été, je dirais, la dimension évaluation a toujours été très, très présente dans les plateformes open source, donc ça ne fait effectivement que se renforcer. Ce qu'on constate, c'est on continue de voir par contre arriver de nouvelles fonctionnalités ou un enrichissement des fonctionnalités existantes, alors à la fois sur le positionnement. On le voit sur l'approche par compétence, donc cette approche par compétence amenant les plateformes aujourd'hui à proposer soit d'intégrer directement des référentiels de compétences, soit de créer des référentiels de compétences et de permettre effectivement de valider les compétences en fonction des activités qui sont réalisées. Donc là, à nouveau, soit des fonctionnalités natives, soit des fonctionnalités qui vont être ajoutées sous forme de plugin. Et puis, donc là, on est plutôt sur la partie soit amont, soit déroulement de la formation. Et puis, on continue de voir s'enrichir les outils open source sur la partie aval, on va dire, de la formation, à travers la restitution des parcours, parce qu'on a besoin, au-delà même du caractère réglementaire de la formation professionnelle continue, je dirais tout à chacun aujourd'hui souhaite savoir effectivement où l'on en est à titre individuel en tant qu'apprenant, où j'en suis dans mon parcours, où en est mon groupe en tant que tuteur ou en tant qu'enseignant, et donc tous les outils de type tableau de bord et de type, qui vont nous permettre en fait d'avoir un affichage pertinent, simple et exploitable de tous les éléments de tracking de la plateforme se développent et sont en forte, on va dire, évolution, ainsi que des éléments, on va dire, véritablement là de sortie, que sont les attestations de formation et les badges notamment, qui aujourd'hui sont quasi intégrés dans toutes les plateformes open source, que l'on trouve aussi sur les plateformes propriétaires. Un petit mot peut-être sur, parce que je crois qu'on n'avait pas de slide là-dessus, sur ce qu'on a un temps appelé les pépites, et puis je crois que ça s'appelle autrement finalement dans le guide, mais le terme m'échappe, tu vas nous le rappeler, je pense Noria, parce que effectivement, si ce n'est pas le cas dans l'open source aujourd'hui, on n'a pas noté sur le marché français, et avec les critères qu'on a évoqués tout à l'heure, on n'a pas noté de nouvelles plateformes open source qui on va dire, mérité, entre guillemets, mais le terme est peut-être un peu fort, de rentrer dans le guide. Par contre, chez les éditeurs, là, on sent que le marché est en effervescence, on sent qu'il attire de nouveaux acteurs, et notamment de nouveaux éditeurs de LMS. Donc, quels sont ceux, est-ce que tu as en tête, Noria, du coup, ceux que nous avons pointés du doigt, mais dans le bon sens du terme? Oui, après, on s'était plutôt focalisé sur l'aspect, parce qu'on ne voulait pas mettre en avant des pépites, parce que pour nous, ce sont des sociétés qui se sont constituées autour de niches, on va dire, donc c'est pas, la notion de pépite n'était pas pertinente, mais c'était plutôt de mettre le focus sur quelques tendances
qu'on a vu émerger depuis 5-6 ans en fait dans le digital learning. Et donc on avait déjà fait une édition un petit peu plus spécifique sur les MOOC pour mettre en avant certaines plateformes qui nous semblaient intéressantes quand on veut dispenser un MOOC. Après, on le voit encore aujourd'hui, en fonction de ce qu'on veut mettre en œuvre en termes de cook, de SPOC ou de MOOC, on peut malgré tout utiliser des plateformes LMS propriétaires ou open source qui peuvent aussi faire le job, on va dire. Donc voilà, il y a des plateformes spécifiques, mais on peut aussi malgré tout diffuser des MOOC via des plateformes plus traditionnelles. Il y a quelques années également. Donc là, il y a différentes solutions qui permettent également d'intégrer, par exemple, un plugin à une plateforme et de permettre cette fonctionnalité-là. On a également mis l'accent sur la vidéo en évoquant les vidéos interactives. Ça, on peut le faire avec des outils auteurs, mais il y a également des outils comme Adways ou Cumulus qui permettent également d'éditer des vidéos et d'y ajouter facilement de l'interactivité et de créer un petit peu des scénarios avec des embranchements. Donc ça permet aussi de proposer des ressources un petit peu différentes et puis d'innover un petit peu, parce que c'est vrai que les apprenants sont aussi en attente de formats variés. Donc ça, c'est important de l'intégrer dans nos parcours. Et puis le dernier focus, c'était sur le mobile learning. Donc ça, c'était un petit peu la priorité de cette année pour nous, c'était de mettre en avant quelques plateformes. Il y en a d'autres qui existent, mais on a mis l'accent sur 3 solutions qui nous semblaient intéressantes. Il y a InTeach, Started et Teach on Mars. Donc à chaque fois, ce sont des solutions qui sont plutôt complémentaires de plateformes LMS et qui permettent d'offrir une expérience utilisateur un petit peu différente, soit sur du micro-learning, soit sur des formats plus variés et qui ne nécessitent pas forcément un suivi attentif. Parce que c'est vrai qu'un des enjeux qu'ont les responsables de formation, les DRH, c'est aussi de pouvoir faire un reporting et puis donner un état des lieux un petit peu de l'état et de la progression des apprenants régulièrement. Donc, et puis aussi de faire financer parfois ces formations par des OPCO. Enfin, maintenant, cette année, on va voir comment c'est pris en charge. Mais c'est vrai qu'il y a des contraintes liées aux plateformes LMS et on a aussi vu l'émergence ces dernières années de solutions qui nous permettent vraiment de compléter ou de proposer des solutions un petit peu différentes et qui changent un petit peu dans les formats. Donc voilà, on souhaitait faire ce focus-là et vous les verrez en c'est pages 11 et 12 du guide. Voilà. Après, ça demanderait à être enrichi. N'hésitez pas aussi à nous solliciter, à nous envoyer des solutions que vous avez vous-même testées ou identifiées qui pourraient être intéressantes et dont on pourrait parler dans la prochaine édition dans un an. J'en profite pour poser une question à la volée là, qui est passée dans le forum, dans le chat, pardon. On a parlé des badges, en fait, de la traçabilité. Là, Jean là, nous demande si vous avez entendu parler du certificat de réalisation des parcours FOAD ex-assiduité. Quel est le lien avec les LMS éventuellement? Est-ce qu'il nous parle d'une attest Moodle? Qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais, le problème n'est pas tant, de l'utilisation que de savoir déjà parce que ce que l'on entend, tout du moins ce qu'il y a derrière ce nouveau terme, puisque certificat de réalisation, c'est ce qui effectivement remplace dans le décret, enfin dans les décrets, donc l'attestation d'assiduité qui disparaît. Et donc on va attendre un petit peu de savoir. Donc il faut déjà qu'on sache ce qu'il y a ou ce qu'il y aura dans le certificat de réalisation, donc d'avoir un petit peu un décryptage de la DGEFP avec l'aide de Centre Info et on imagine que le FOD aidera à cela très certainement avec une mise à jour de la foire aux questions, telle qu'elle avait été rédigée il y a quelques années déjà, pour aider à la mise en place déjà du décret de 2014. Donc on va attendre un petit peu ça, et puis après, je dirais qu'on verra bien comment les plateformes intègrent ces nouvelles exigences, mais ce que l'on sait déjà, c'est qu'aujourd'hui, on sait que le décret FOAD lié à la loi du 5 septembre 2018 est beaucoup plus ouvert, il y a moins de précisions quant aux attendus en termes de traçabilité qu'on avait dans le décret du 20 août 2014. Donc voilà, il va falloir qu'il y ait des précisions pour qu'ensuite on puisse,
Imaginez que les éditeurs, qu'ils soient éditeurs propriétaires ou éditeurs open source, puissent transposer ça dans les fonctionnalités, alors soit sous forme d'add-on, soit sous forme de fonctionnalités natives, hein, effectivement. Donc, si je reformule, on est plutôt actuellement dans une phase un peu d'observation où les différents éditeurs ou plateformes open source regardent un peu tout ce qui se passe dans le domaine de la réforme des lois et des décrets, etc. et n'ont pas forcément, sont pas encore forcément passés à l'action. Ouais. On est sur une année de transition. Il y a un point important qui s'est passé en 2018. Je pense qu'il faut vraiment, on va dire, donner un coup de chapeau aux éditeurs dans leur ensemble par rapport à RGPD, parce qu'on ne s'attendait pas forcément, et notamment dans le monde de l'open source, qui était les années passées, on va dire dans le passé en général, moins attentif quand même aux contraintes réglementaires, qu'elles soient françaises ou là en l'occurrence européennes. Notamment parce que certaines de ces plateformes sont soit anglo-saxonnes, soit australiennes ou autres. Hein. Et puis, en fait, elles ont été là, elles ont répondu présentes au moment, effectivement, au moment fatidique, en mai 2018, quand il a fallu, effectivement, se mettre en conformité avec le RGPD. Et là, les éditeurs, la plupart des éditeurs ont répondu présent à ce moment-là. Donc, c'était quand même un élément marquant. Et ce qui plutôt de bon augure par rapport à la question que tu posais sur le certificat de réalisation, hein, que posait Jean dans le chat, c'est qu'effectivement, on s'attend à ce que les éditeurs soient aussi capables de répondre aux attentes de ce côté-là. Je voudrais revenir peut-être sur un point, parce qu'il y avait une remarque effectivement de Yannick Varnier sur, il citait H5P. On l'évoquait lors du salon, lors de Learning Technologies, effectivement, la complémentarité que l'on constate aujourd'hui entre les LMS et les outils externes. Il y a ceux dont parlait Noria tout à l'heure, et puis ce qu'on a coutume d'appeler les outils du Web 2.0, alors qu'ils soient des outils gratuits, qui soient en freemium ou qui soient intégralement payants. Mais cet ensemble d'outils qui permet le plus souvent de créer des activités évaluatives ou qui permet de créer des ressources en ligne, et quelquefois exportables, mais le plus souvent en ligne. Et ce que l'on constate là dans l'open source comme chez les éditeurs propriétaires, c'est cette capacité, cette recherche à intégrer. C'est-à-dire que j'ai l'impression que chez tout le monde, on a bien compris qu'il y avait le LMS et qu'il y avait une nécessité d'avoir ces outils périphériques, soit pour concevoir, soit pour développer des formes un petit peu parallèles quelquefois de pratiques pédagogiques numériques, et que le LMS a tout intérêt à être capable d'intégrer, ne serait-ce qu'effectivement dans un iframe, dans une page HTML de la plateforme, de pouvoir faire jouer en fait cette ressource qui a été créée à l'extérieur et qu'on n'a pas besoin de refaire, qu'on va pouvoir effectivement intégrer dans une page. Alors bien évidemment, la question ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est que si vous êtes sur un outil complètement gratuit, eh bien, il peut disparaître. Exemple très récent, certains ont peut-être utilisé Aurasma, qui permettait une application très intéressante qui permettait de faire de la réalité augmentée. Aurasma a été racheté par HP et l'application Aurasma n'est plus gratuite. Donc si vous avez n'est plus gratuite, voire n'existe plus, je ne sais pas exactement encore, mais dans tous les cas, ce n'est plus du tout Aurasma. Et on a déjà eu le cas sur d'autres éditeurs qui soit se sont fait racheter, soit sont devenus payants, soit ont disparu complètement. Donc il y a effectivement une part de risque à trop développer sur ces outils-là. Il faut trouver un bon curseur pour sécuriser tout en donnant des latitudes aux formateurs. Il reste 10 minutes, là je vais vous poser une question qui est arrivée aussi dans le chat, là, parce qu'on parle des coûts et des risques par rapport à tout ça. Finalement, est-ce que vous allez détailler la question des coûts en donnant une idée des enveloppes, en fait, propriétaires open source, en fait c'est la question de Catherine, ou plus globalement, en fait, si on vous pose la question comme ça à la volée, ce serait quoi le ticket d'entrée minimum et le panier moyen ou le projet maximum, en fait, en intégrant tout, les licences, l'accompagnement, l'intégration, le déploiement. Voilà, ça coûte combien de déployer une plateforme, mettons, pour quelqu'un qui n'en a pas encore?
Là, c'est toujours très compliqué de répondre parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu. Mais après, on peut très bien commencer gratuitement parce qu'il y a certains éditeurs qui ne sont pas forcément dans le guide, je crois, qui proposent aussi un accès gratuit pour faire des tests. Donc, on peut très bien faire un test avec une solution gratuite. Après, je ne dis pas que ce serait la meilleure solution, mais en tout cas, c'est aussi faisable gratuitement, mais avec voilà, toute la prudence à avoir sur le fait qu'on dépose par exemple des contenus, qu'on crée quelques adresses, enfin quelques comptes. Donc toute l'énergie qu'on va mettre à prendre en main un outil, même gratuit, et à y intégrer un parcours, ça va être du temps, ça va représenter quand même du coup de l'argent. Et si après c'est pour recommencer 1 mois ou 2 mois après sur une autre solution, voilà, c'est à prendre en compte. Budget maximal, il n'y en a pas vraiment parce que il y a des sociétés qui ont 50 000 collaborateurs dans le monde et qui ont une plateforme. Donc là, ça va être un budget qui va devoir l'interfacer à ces outils SIRH, à des outils. Donc là, ça peut être des budgets complètement fous. Donc c'est toujours très, très compliqué de donner des fourchettes de prix. D'ailleurs, les éditeurs rechignent toujours aussi parce qu'il y a des paramètres. Souvent en année 1, si on donne un budget, en tout cas la structure d'un budget, d'ailleurs je crois qu'on l'a mis, on a précisé un petit peu dans les pages de démarrage du guide, on peut dire qu'en année 1, il y a toujours un budget d'investissement où on va installer la plateforme, qu'elle soit open source ou propriétaire. Il y a un coût qui va être lié à la personnalisation, au paramétrage de la plateforme. Après, il y a un temps aussi humain côté client, si c'est lui qui administre la plateforme, un temps de prise en main de l'outil, un temps de paramétrage et de création des contenus, des comptes, des droits aussi. Il va falloir penser une organisation, la mettre en place au sein de l'entreprise. Et puis après, en année 2, effectivement, si on a une plateforme propriétaire, on n'aura que des coûts liés en tout cas à l'acquisition ou à l'abonnement avec un nombre d'utilisateurs à la clé. Pour la partie open source, ça va être plutôt de la maintenance, de l'hébergement. Donc voilà, il y a des structures de coûts différentes entre plateforme propriétaire et plateforme open source, et aussi entre année 1 et année 2, 3, 4. Voilà. Et si on devait résumer, ce serait un petit peu comme ça qu'on pourrait établir une structure de coûts. Et après, les coûts peuvent être très variables. Merci, le temps passe, donc on va avancer. Je pense qu'on va venir au club utilisateur. Simplement, ce que disait Noria, il y a des constantes, il y a des grands postes, des grands postes de dépenses. Là, si je veux peut-être juste enfoncer le clou sur un point qu'elle a évoqué, c'est ne négligez pas effectivement des investissements en amont, c'est-à-dire le temps d'étude, d'analyser effectivement ce dont on a besoin avant de se lancer effectivement dans le choix du LMS. Il faut vraiment poser un petit peu ses valises, comme on dit, à travers et ne pas négliger même à se faire aider par un prestataire pour déterminer ses besoins et pouvoir élaborer un cahier des charges qui corresponde bien en fait aux besoins de formation dont on a, qui sont les nôtres. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'on a un certain nombre de prestataires dans le monde de l'open source, qui sont associés et qui sont spécialisés dans le monde de l'open source, qui aujourd'hui proposent des solutions en mode locatif de type SaaS, en s'appuyant sur les LMS qu'on vous a montré, que vous avez vu, qui sont dans le guide tout à l'heure. Et donc, ce qui fait qu'on peut commencer à comparer là aussi sur des choses de façon un petit peu plus simple. On n'est plus obligé forcément d'avoir une équipe technique en interne ayant de multiples compétences. On va pouvoir là aussi s'appuyer, alors non plus sur un éditeur, mais sur un prestataire qui lui va se charger de l'intégration. Donc ça facilite un petit peu la lisibilité et les comparaisons. Après, effectivement, c'est question de taille de projet et de niveau de personnalisation que l'on souhaite aussi. Si on peut passer au club utilisateur, là. Alors, il y a pas mal de choses qui ont été dites dans le chat parce que j'ai l'impression que ça intéresse un certain nombre de personnes qui nous suivent cet après-midi. Donc, c'est très bien. Il y a effectivement 30 réponses, 30 personnes qui ont répondu aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'elles vont toutes être actives dans le club utilisateur. Et donc, vous avez le lien et donc, par l'intermédiaire effectivement du site du FOD, vous pouvez rejoindre. Alors, vous le voyez, vous avez à l'écran, effectivement, l'idée, c'est de savoir quelles sont les plateformes utilisées, pourquoi on y est allé. Et donc, ça permet aussi d'affiner, lire les restitutions qui vont être faites dans le cadre de ce club utilisateur, va aider également ceux qui aujourd'hui démarrent
même s'il y a de moins en moins d'organismes de formation ou d'entreprises qui démarrent de zéro, même si vous êtes en train de changer de LMS, si vous en êtes à votre deuxième génération ou troisième génération d'outils, savoir quelles sont les questions que les autres se sont posées, pour quelles raisons ils sont allés plutôt vers tel LMS ou plutôt vers tel autre, ça vous aidera également, vous, à faire votre propre analyse et à commencer de faire un choix parmi les LMS possibles. L'objectif, c'est vraiment de mutualiser les retours d'expérience et puis de pouvoir échanger, suivre aussi les évolutions. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est toujours intéressant de pouvoir nous appuyer sur une communauté d'utilisateurs et puis de pouvoir partager ses points de vue. Donc les conditions pour participer au club, là, nous demande Nicolas. Participer au club, moi, je ne les ai pas forcément effectivement en tête, si ce n'est que pour l'instant, je répète ce qu'on a dit au début, il est à destination à l'instant T des membres du FOD. Moi, ce que je propose, c'est qu'Aurélia Bollet, qui est parmi nous, qui est donc la déléguée générale du FOD, qui a, on va dire, toutes vos coordonnées à ceux qui nous suivent là, cet après-midi, puisse revenir vers vous par mail pour vous donner effectivement plus de précisions sur ce club d'utilisateurs, voir comment ça va se mettre en place, se structurer, comment est-ce qu'il va vivre, parce que le but d'un club utilisateur, c'est pas simplement d'en faire partie, c'est qu'il vive. Voilà, donc on va vous faire passer toutes ces infos. Peut-être une ou deux questions, je ne sais pas encore. Voilà, déjà vous pouvez le télécharger. Oui, il y a Damien qui nous parle de LRS, qui vient du complément de LMS. Ça vous dit quelque chose, ça? Alors, les LRS, c'est ce qui concerne XAPI, c'est effectivement ce qui va permettre de stocker en fait toutes les données qui vont être captées grâce effectivement au standard XAPI. Donc, et derrière, c'est un réservoir, c'est un réservoir de données, ce LRS, qui ne vient pas seulement donc les données qui viennent du LMS, mais des données qui vont venir d'autres outils, d'autres systèmes de formation, y compris des formations en présentiel sur lesquelles on va pouvoir imaginer aussi capter, rentrer des données et pouvoir réinjecter ces données dans le LRS. Toute la question aujourd'hui des LRS, c'est quand on a un réservoir, c'est toute la problématique du big data. On a beaucoup de data, mais c'est comment on les exploite. Et donc il faut imaginer, il faut concevoir des interfaces, de mon point de vue, on va dire à la fois pertinentes, faciles à utiliser par les différents utilisateurs, principalement les responsables de formation, les coordinateurs pédagogiques, les managers, pour effectivement avoir des données facilement visualisables de type tableau de bord. Et là, il y a pas mal de choses encore à construire sur ce champ-là. On ne perd pas de vue, on l'a évoqué il y a 15 jours, la Learning Technologies. Il ne faut pas perdre de vue XAPI parce que ça reste, moi je pense, tout à fait pertinent et d'autant plus pertinent avec la réforme, puisque la notion d'action de formation est quelque chose qui s'est élargi. Le parcours de formation est complètement multimodal aujourd'hui, en ligne, en présentiel, en formation en situation de travail. Donc, bien évidemment, on a besoin d'outils qui vont permettre de collecter tout ce qui se passe dans ces différentes situations de formation. Donc, il faut tout à fait que l'on ait demain des outils et que peut-être encore plus qu'aujourd'hui, les LMS nous permettent de bien, on va dire, exporter toutes les données qu'ils détiennent vers ces LRS. Désolé d'utiliser tous ces acronymes, oui. Qui font un peu notre quotidien, nous. Oui, Damien nous donne la traduction. Effectivement, c'est Learning Record Storage. Voilà, du coup, peut-être qu'on arrive proche de la fin, là, peut-être une dernière question à vous deux, peut-être en une phrase en fait, puisque on a parlé beaucoup des interfaces, des plugins, avec des badges, avec des systèmes externes, avec des classes virtuelles. Jean nous parle en fait d'une future plateforme canadienne là, qui serait interface avec une classe virtuelle. Donc on voit bien que le LMS est quelque part un peu comme dit Jean, une sorte de colonne vertébrale, un écosystème numérique de formation. Selon vous, du coup, maintenant ça fait 3, 4, 5 ans que vous observez tout ça, vers où vont les plateformes finalement en 2019 Comment vous les voyez évoluer dans les années qui viennent après?
Au-delà de l'environnement de la formation, ce dont on se rend compte aussi, c'est que pour les grands groupes, après tout dépend si on est organisme de formation, grand groupe ou PME, mais pour les grands groupes, on voit bien que l'enjeu, c'est aussi d'aller vers des solutions, de faire une convergence de solutions et d'adopter une solution unique pour tout ce qui est lié à la RH et aussi à la formation. On le voit avec certains éditeurs de plateformes propriétaires qui ont été rachetés dernièrement et qui, du coup, intègrent une offre globale. Je ne vais pas les citer, mais voilà, il y a des éditeurs qui se positionnent vraiment comme le partenaire SIRH, on va dire, de grands groupes et qui proposent une solution clé en main avec différents modules. Et la partie plateforme LMS n'est qu'un des modules de cette solution. Oui, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, on a des LMS qui sont, grâce aux LMS et grâce aux prestataires de services, que ce soit les prestations de services des éditeurs eux-mêmes qui ont complètement changé par rapport à ce qu'on a pu connaître, ne serait-ce qu'il y a 5 ans, et bien sûr, a fortiori, il y a plus de 10 ans, où il y a 10 ans, on achetait une licence qu'on installait sur ses propres serveurs. On est loin, bien sûr, aujourd'hui de tout ça. Donc, il y a cette évolution chez les éditeurs. Il y a aujourd'hui la possibilité de trouver des prestations complètement intégrées autour des LMS open source, ce qui fait qu'on a aujourd'hui, on va dire, la quasi-certitude pour un organisme de formation, pour une entreprise, quelle que soit sa taille, qui se lance dans du digital learning, de trouver effectivement une plateforme qui va répondre à ses besoins sur le plan pédagogique, fonctionnel et dans l'enveloppe aussi financière qui est la sienne. Parce que bien évidemment, quand on a, j'avais en début de semaine un organisme de formation très pertinent qui travaille à l'international, mais qui a 150 apprenants par an. Donc bien évidemment, on n'a pas les mêmes, on fait pas les mêmes économies d'échelle quand on fait faire un développement, une adaptation, que quand on a 50 000 stagiaires. Donc on a aujourd'hui cet avantage-là. Il y a des convergences, on les a évoquées tout au long de cette heure, c'est-à-dire qu'on commence à trouver dans le monde éditeur, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, par exemple, des ouvertures vers les outils web 2.0 qui étaient plutôt l'apanage des plateformes open source avant. Donc il y a une vraie ouverture de ce côté-là et un vrai besoin côté plateforme open source de se rapprocher des SIRH, appelons-les comme ça aussi, parce que dans le monde de l'éducation, on parle aussi de RP aujourd'hui, on parle aussi des SIRH, et on est aujourd'hui des systèmes où l'administrateur du LMS allait ressaisir tous les utilisateurs qui avaient été saisis précédemment dans le système d'inscription de l'école ou de l'université. Donc il y a une recherche effectivement de complémentarité entre les différentes briques numériques aujourd'hui de la structure, que ce soit un organisme de formation, une entreprise ou une grande université. Et une nouvelle dimension, la nouvelle dimension qui arrive, c'est le côté effectivement marketing. Et donc ça, pour les organismes de formation, pour les centres de formation des apprentis, c'est complètement nouveau. Et aujourd'hui, le LMS, il peut aussi servir à mettre en avant des formations qui jusqu'à présent étaient entre guillemets cachées, puisque visibles uniquement. Donc ça devient aussi un élément de vitrine pour se différencier des autres, et les LMS sont de ce point de vue-là indispensables, à mon avis. Ok, merci Jean-Luc et Noria, parce que il est 15h32, nous arrivons à la fin. Donc en synthèse, effectivement, on pourrait dire que le LMS devient un élément de plus en plus important et crucial, mais qu'il est de plus en plus interfacé avec le reste du système d'information. Et pas que le système d'information pédagogique, on l'a vu, tu l'as très bien dit Noria, et le reste du système d'information aussi était plus technico-administratif, et qui s'enrichit de divers plugins, diverses interfaces, et voilà, c'est comme un organisme vivant, tout change tout le temps. Il n'y a pas de solution unique, effectivement, tout dépend de votre contexte, de votre besoin, de votre planning, des enjeux, etc. Et c'est pour ça que, effectivement, c'est bien de se faire accompagner, qu'on ne peut pas forcément tout choisir tout seul, et qu'il y a des experts sur ce sujet, et c'est bien de les faire travailler. Donc, on vous remercie pour cette participation à cette conférence. On va vous afficher le questionnaire d'évaluation. Donc merci d'y répondre, ça nous permettra de nous améliorer pour les prochaines sessions. Je vous rappelle que donc l'ensemble des webconférences du FOD sont... Voilà, peut-être c'est ça que je voulais dire, Loïc. La prochaine webconférence, qui sera autour d'une application qui s'appelle Daytripper, et avec une utilisation notamment qui a été un petit peu portée jusqu'à présent par le CIBC, les centres
de bilan de compétences. Et donc, voilà, donc au mois de mars, repérez bien la date, je crois que c'est le 19 de mémoire. Donc, prochaine webconf. Et puis, donc, tu as peut-être toi en tête les autres, parce que moi, je n'ai que celle-ci parce que je l'anime. Mais donc, d'autres webconférences jusqu'au mois de juin. Hein. J'ai pas toutes les dates en tête, mais donc normalement c'est toujours le deuxième mardi de chaque mois à 14h30. De toute façon, vous avez le planning intégral et les communications qui sont faites par Aurélia sur le site du 3FOD, relié sur l'ensemble des médias. Et vous avez aussi du coup sur le site du 3FOD et sur la chaîne YouTube l'ensemble des webconf en replay si vous voulez revoir. En plus d'avoir les supports, tout est disponible. Voilà. Nous sommes preneurs de vos idées concernant aussi les différents sujets à proposer. Voilà, donc il me reste à vous remercier pour votre participation. Et puis merci Jean-Luc et Noria pour cette nouvelle présentation et puis pour la constance et la témérité dans ce guide qui sort chaque année. C'est quand même pas rien. Voilà, c'est bravo à vous et merci.